Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre de chez Digitad. Aujourd'hui, on va s'adresser tout particulièrement aux PME et on va se poser une question qui est très importante, qui est comment construire une bonne stratégie de marketing web. Alors, à travers les différentes années et les plus de 300 PME québécoises qu'on a pu accompagner, il y a des questions qui sont revenues très souvent. Parmi celles-ci, où est-ce que je dois commencer? Par où est-ce que je dois commencer pour ma stratégie web? Ou alors, combien est-ce que je dois dépenser? Ou alors, quel canaux numérique est-ce que je dois prioriser entre le référencement naturel, le référencement payant, les médias sociaux, etc. En réalité, il n'y a pas une formule magique ou une recette. Il y en a plusieurs. Néanmoins, ce qu'on souhaite vous proposer aujourd'hui, c'est une méthodologie qui a pu faire ses preuves et qui va vous permettre de savoir si vous couvrez l'ensemble des bases qui sont importantes. Cette méthodologie, on la découpe en 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est de définir sa stratégie d'affaires. La seconde, c'est de bâtir une présence web qui est optimisée. La troisième, c'est de générer du trafic qualifié et puis de le convertir. Et enfin, la quatrième, c'est d'être capable de réorienter sa stratégie en fonction des résultats qu'on a pour s'assurer qu'on investit le plus d'efforts là où c'est le plus payant. Donc, on va aborder l'ensemble de ces points un par un et je vous propose de commencer par la première qui est d'avoir une bonne stratégie d'affaires. En fait, une stratégie de marketing numérique, si elle n'est pas liée à une stratégie d'affaires qui est pertinente, peut-être qu'elle va atteindre des résultats, mais peut-être que ce n'est pas exactement les résultats que vous voulez. Alors, comment on fait pour mettre en place une bonne stratégie d'affaires? La première étape, c'est de comprendre ce qu'on a vraiment envie de faire sur le web. Est-ce que vous investissez sur le web pour développer la visibilité de votre marque en ligne? Est-ce que vous souhaitez générer des prises de contact via soit des appels entrants, soit des formulaires ou des courriels? Est-ce que carrément vous souhaitez effectuer des ventes en ligne? Ces questions sont importantes parce qu'elles vous permettent ensuite de savoir mesurer la qualité de votre stratégie marketing web par rapport à vos objectifs. Ensuite, pour avoir une bonne stratégie d'affaires, c'est important de savoir à qui on s'adresse. Qui sont vos clients cibles? En marketing numérique, on parle souvent de persona. Un persona, c'est le profil type de vos clients ou de vos prospects en quelque sorte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on parle à des entreprises? Est-ce qu'on parle à des consommateurs? Si on parle à des consommateurs, est-ce qu'on parle plutôt à des hommes, des femmes, plutôt à des gens qui sont dans des quartiers aisés, plutôt à des gens qui sont dans des quartiers plutôt de classe moyenne? Ou alors est-ce qu'on parle à des personnes âgées ou des personnes plus jeunes? En fonction de ces éléments-là, c'est sûr qu'on ne va pas utiliser les mêmes canaux numériques, on ne va pas utiliser le même ton éditorial. Et donc, c'est très important d'identifier les quelques personas à qui on s'adresse. Ensuite, il est également très important d'avoir ce qu'on appelle une proposition de valeur unique. Ce qui s'est passé un petit peu avec Internet, c'est en quelque sorte que le rapport de force entre les entreprises et les consommateurs s'est inversé. Pourquoi? Parce qu'avant, là où un consommateur avait besoin pour se renseigner sur un produit, avait besoin parfois de se déplacer physiquement pour pouvoir comparer par exemple deux fournisseurs de tables en bois comme celle-ci. Aujourd'hui, il est capable, en faisant une recherche en ligne, d'avoir accès à l'information de manière quasi immédiate. Et si votre offre ne correspond pas exactement à ses attentes, la personne ne va certainement pas s'attarder sur votre site internet et va passer à autre chose. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir un argumentaire commercial très percutant qui s'adresse directement à son persona et de rendre cette information ultra accessible de façon à capter et captiver l'attention de nos prospects. Le quatrième élément de la stratégie d'affaires, c'est vraiment de s'assurer que sa stratégie de marketing web repose sur un modèle d'affaires, un modèle d'acquisition client qui est rentable dans le cadre d'un budget qui est pertinent. Si l'ensemble de votre investissement sur les canaux numériques aujourd'hui vous coûte par exemple 3 000 $ en mettant l'achat média que vous allez mettre plus les honoraires de l'agence de marketing web que vous utilisez et que vous, avec ces 3 000 $ là, vous arrivez à effectuer la vente de par exemple 5 modèles Mercedes dernier cri, il est possible que votre stratégie marketing web soit extrêmement rentable. A l'inverse, si avec ce même budget là, vous arrivez à acquérir ces 5 mêmes clients, mais cette fois-ci, en fait, ce que vous vendez, c'est des séances de massothérapie, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc, c'est toujours important de s'assurer qu'on calcule bien notre retour sur investissement pour voir si
effectivement on a une stratégie de marketing web ancrée dans un modèle d'affaires rentable. Donc ça c'est le premier bloc qui est vraiment la stratégie d'affaires. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'être capable de bâtir ce qu'on appelle une présence web optimisée. C'est quoi une présence web optimisée? Essentiellement, on parle de votre site internet. Et puis, en fait, il est très important de voir ça un peu comme si c'était votre magasin ou votre maison physique. Vous voulez d'abord travailler sur les fondations pour s'assurer qu'elles soient solides. Est-ce que vous voudriez investir beaucoup de temps et d'argent dans des efforts marketing si votre magasin physique n'était par exemple pas accessible par la route? Ou alors est-ce que vous voudriez investir beaucoup de temps et d'argent si il n'y avait personne qui accueillait les clients dans votre magasin? Ou alors si dans votre magasin, les produits étaient éparpillés au hasard sur le sol? Ça me paraît assez compliqué. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on a les fondations les plus solides possibles avant de faire ce travail-là. La route, c'est quoi? C'est Google. Google, aujourd'hui, c'est 90% des requêtes en ligne. Si votre site n'est pas bien accessible via Google, vous ratez énormément d'opportunités d'affaires. Et pour s'assurer qu'on fait bien ce travail, il est très important de réaliser une étude de mots-clés au préalable. Une étude de mots-clés qui revient en fait à une sorte d'étude de marché de la façon dont vos clients vous recherchent en ligne, c'est en fait l'ensemble des requêtes concernant vos types de produits et services sur Internet. L'ensemble des requêtes et leur volume associé, c'est-à-dire le nombre de fois que les personnes cherchent ces éléments-là. Ce qui est important et la raison pour laquelle on fait ces études de mots-clés, c'est que ça nous permet de savoir exactement la façon dont les gens cherchent et donc la façon dont on devrait positionner notre site pour capturer un maximum de ces requêtes. Si demain vous deviez décider où mettre votre magasin physique, est-ce que vous le metteriez sur votre rue préférée ou est-ce que vous le metteriez sur la rue la plus passante en termes de clients qui sont pertinents par rapport à vous? Je pense que la réponse est évidente. Donc, la première étape, c'est de savoir où est-ce que les gens passent en fait. Une fois qu'on a fait ça, on est capable de construire un plan de site de façon à ce que on capte l'ensemble des requêtes pertinentes pour nous. Et on sait qu'on va toujours chercher à travailler une page pour un mot-clé cible et son champ lexical associé. Donc, le plan de site, pour qu'il soit optimisé, il faut qu'il s'assure de couvrir exhaustivement l'ensemble de vos produits et vos services, mais aussi qu'il couvre l'ensemble des requêtes pertinentes. Et puis, si on sait qu'on a 50 mots-clés qui sont très pertinents pour nous et qu'on veut que créer 20 pages sur notre site internet, on va toujours être capable de travailler l'ensemble des mots-clés restants dans le cadre d'une stratégie de contenu et d'un blog. Donc ça, c'est l'étape suivante. Ensuite, il y a tout ce qui est le choix de la plateforme entre les éléments qui sont en location comme Wix qui vous permettent de créer un site simplement sans avoir nécessairement des connaissances techniques préalables, ou des éléments qui vont vous permettre de travailler sur un site internet qui se référencera peut-être un petit peu mieux, comme WordPress, parce qu'on sait que WordPress et Google travaillent main dans la main pour s'assurer que les deux plateformes sont parfaitement optimisées les unes avec l'autre, de façon à ce que vous puissiez bâtir un actif durable en référencement naturel dans le temps. Nous, on a tendance à toujours conseiller WordPress à nos clients. Pourquoi? Parce que c'est une solution qui est extrêmement utilisée dans le monde, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les différents plugins associés, les différentes mises à jour qui permettent d'avoir un site internet toujours protégé par rapport aux différentes menaces, etc. Donc, on a tendance plutôt à se diriger vers ça. Mais le choix de la plateforme, à la limite, il est important, mais il n'est pas aussi important que le fait de l'optimiser. Donc, une fois que vous avez un site internet, c'est très important de s'assurer qu'on l'optimise techniquement. Soit vous êtes en création, soit vous en avez déjà un, mais dans les deux cas, c'est les mêmes règles qu'il faut respecter. Parmi ces éléments d'optimisation technique, on va retrouver la vitesse de votre site internet. On sait aujourd'hui que si votre site internet charge en moins de 4 secondes, vous allez perdre certainement plus de la moitié de vos visiteurs. Un autre élément qui est très important, c'est l'adaptabilité mobile. Aujourd'hui, depuis 2017, en fait, il y a plus de trafic sur les mobiles que sur les desktops. Et depuis cette année, depuis 2018, on sait que Google analyse d'abord votre site mobile avant d'analyser votre site desktop. Donc, c'est très important d'avoir un bon site mobile si on veut bien se référencer aujourd'hui. Un autre élément très important, c'est la sécurité de votre site. Est-ce que votre site dispose d'un certificat SSL et de la mention HTTPS ou pas? Donc, il y a une série d'éléments techniques à prendre en compte pour bâtir une présence web optimisée. Et ça, c'est la deuxième étape.
Une fois qu'on est à l'aise avec les fondations de ce qu'on a pu créer, l'idée c'est d'investir du temps et de l'argent dans la génération de trafic qualifié et puis d'essayer de convertir ce trafic-là. Donc pour ça, on a un certain nombre de canaux d'acquisition numérique à notre disposition. Donc, parmi les différents canaux, vous avez évidemment le référencement naturel ou le SEO. C'est quoi le référencement naturel? C'est l'art en fait, de positionner votre site internet dans les résultats de recherche Google sans payer Google. Je parle de Google parce que c'est la majorité des requêtes. Il y a aussi d'autres moteurs de recherche comme Bing par exemple qui ont des parts de marché beaucoup plus faibles. Mais l'idée, c'est que pour optimiser son référencement naturel, il y a plusieurs choses encore une fois à travailler là. Il y a la réputation de votre site internet. En quelque sorte, est-ce que votre site internet il a des bons amis? Et comment on fait pour savoir si votre site internet a des bons amis? On regarde son réseau de liens, qu'on appelle aussi de backlink. Et là, l'idée, c'est de savoir si il y a des sites internet de bonne qualité ou bien réputés, comme un site de presse connu comme La Presse ou comme un site gouvernemental, qui ont des liens qui pointent vers votre site internet. Si c'est le cas, Google va analyser ça et va transférer une partie de la bonne réputation du premier site vers votre site internet. Donc, c'est important de travailler ce réseau de liens-là, d'en créer de plus en plus de liens de bonne qualité et éventuellement de se défaire des liens qu'on peut avoir de mauvaise qualité. Ça, c'est la première partie dans le référencement naturel. Sinon, il y a également tout ce qui est création de contenu. Une fois qu'on a un bon plan de site, c'est bien, mais le contenu qu'il y a sur ces pages-là, c'est important qu'il soit optimisé. Avec un texte optimisé pour le web, ça veut dire qu'il contient les mots-clés qui sont pertinents pour nous un certain nombre de fois, qui contient que ces mots-clés-là soient présents dans certains éléments clés de la page, comme par exemple dans les balises d'image ou dans les titres, que la page contienne un maillage interne ou externe, donc ça c'est les liens bleus qui soient bien réalisés, etc. Donc il y a un ensemble d'éléments à optimiser en matière de contenu. Puis il y a tout ce qui est optimisation technique du site internet. On en a déjà parlé quand on a parlé de la présence web optimisée. Ça c'est pour le référencement naturel. C'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il faut le temps que les robots de Google viennent sur votre site internet et lui donnent une forme de note en quelque sorte. Ensuite, vous avez le référencement payant qui, lui, se différencie du référencement naturel parce qu'il ne s'agit pas de se positionner dans les résultats gratuits de Google ou les résultats naturels. Il s'agit de se positionner dans les premiers résultats qui sont en fait des publicités, des annonces. On voit souvent la mention « annonce » dans les premiers résultats de Google quand il y a des publicités ou quand il y a des gens qui achètent cet espace-là. Là, c'est une stratégie d'enchère. Et pour remporter cette stratégie d'enchère, il faut placer une enchère à un certain niveau, mais il faut aussi avoir une annonce de bonne qualité et une page d'atterrissage pertinente. L'idée, c'est que Google regarde votre enchère, votre annonce et votre page d'atterrissage et en fonction de ces trois éléments-là, va oui ou non décider si c'est votre annonce qui va remporter l'enchère et arriver en première, en deuxième ou en troisième position des résultats de Google. L'avantage de cette formule-là, en l'occurrence pour la partie search du référencement payant, c'est que c'est immédiat. Le désavantage, c'est que le jour où vous fermez les vannes, vous arrêtez d'investir, vous disparaissez. C'est pour ça qu'on va le voir dans un instant, mais que c'est important de travailler son référencement naturel en parallèle. Parmi le référencement payant, vous avez d'autres formats. Vous avez également ce qu'on appelle le display. Donc là, il s'agit de bannières que vous allez pouvoir positionner sur le réseau des sites Google qui va vous permettre de capter des gens qui ne sont pas nécessairement en train de vous chercher, mais vous allez pouvoir capter des personnes et développer en fait votre image de marque à travers des visuels. Ça peut être intéressant de travailler ce format-là notamment via ce qu'on appelle le remarketing, qui est en fait en quelque sorte le reciblage d'internautes qui sont déjà venus sur votre site internet, dont on sait sont déjà vus sur votre site internet, à qui par exemple on veut rappeler que vous existez. Donc ces personnes-là viennent sur votre site internet, on les enregistre, puis on les recible sur le réseau des sites internet liés à Google en choisissant les sites qu'on trouve pertinents, etc. Parmi les autres canaux, vous avez évidemment tout ce qui est médias sociaux, que ce soit la gestion de communauté sur Facebook ou la publicité sur les médias sociaux. Pour ce qui est de la publicité, on sait que ça propose des options de ciblage qui sont particulièrement intéressantes, comme par exemple le fait qu'on puisse cibler sur Facebook par intérêt en fonction de ce que les gens ont aimé comme groupe par exemple. On sait si on va avoir affaire à des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par nos produits et services,
parce qu'ils ont des intérêts en commun avec nous. On peut également cibler assez précisément par zone géographique, mais également on peut faire des publicités qu'on appelle look-alike qui visent à être envoyées à des personnes qui ressemblent à, par exemple, notre clientèle déjà existante. Donc, c'est des formats qui sont intéressants. On peut travailler également le format vidéo. Il y a pas mal de raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a une partie du budget qui est investi en médias sur les moteurs de recherche qui se déverse petit à petit sur les médias sociaux et notamment Facebook. En gestion de communauté, là, c'est très important de bien savoir à qui on s'adresse. Parce que si on s'adresse par exemple à des jeunes, on va peut-être se diriger plus vers un réseau comme Snapchat, là où si on s'adresse à une communauté de personnes qui sont dans la trentaine ou dans la quarantaine, on sait que ça va plutôt être Facebook. Donc l'idée c'est de connaître son persona et d'adapter son ton éditorial aux personnes qu'on cible, mais également aux plateformes parce qu'il faut faire du Facebook sur Facebook, du LinkedIn sur LinkedIn, etc. En quelque sorte, vous avez deux réseaux qui sont plus B2C, c'est Facebook et Instagram qui appartiennent au même groupe et vous avez des réseaux qui sont un peu plus B2B comme LinkedIn. Twitter est un peu un hybride entre les deux. C'est un réseau qui est intéressant pour atteindre tout ce qui est presse ou influenceur, donc ça peut avoir cet intérêt-là. Le dernier canal de marketing numérique dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est tout ce qui est marketing de courriel. C'est intéressant parce que si vous avez accumulé des courriels dans le cadre de votre stratégie de marketing numérique, ça a une certaine valeur et vous allez être capable en fait de travailler à fidéliser soit ces clients existants-là en leur envoyant par exemple des offres spéciales, en leur disant vous avez déjà bénéficié de tel ou tel produit, aujourd'hui vous savez qu'il y a une offre sur ce produit à 20%. Et en leur donnant l'impression peut-être d'avoir des offres qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ou alors qu'ils sont les seuls à avoir parce qu'ils sont un peu VIP. Donc on peut travailler ce genre de choses avec le courriel. Le courriel offre des perspectives de segmentation très puissantes aussi parce qu'on est capable par exemple d'envoyer un courriel uniquement à des gens qui ont déjà ouvert un courriel au préalable, par exemple. On est capable de recouper les informations des médias sociaux avec les informations de votre base de données pour faire un ciblage, encore une fois, par intérêt. Il y a un outil qui est assez puissant sur le marché qui s'appelle MailChimp, que vous connaissez déjà peut-être, qui est assez pratique pour ça. Donc ça, c'est le marketing de courriel. Ensuite, la question qu'on se pose, c'est dans quel ordre est-ce qu'on utilise ces différents canaux-là? En réalité, il y a une stratégie qui revient assez souvent et ça dépend de où vous êtes dans le cycle de vie de votre entreprise, mais ça consiste à investir au début assez rapidement en publicité parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est immédiat et ça vous permet de vous positionner très haut très rapidement et de développer votre marque assez rapidement. En attendant que, en parallèle, vous puissiez investir sur votre référencement naturel qui va peut-être prendre 3, 4, 6 mois à se développer et qui va vous permettre à terme d'être moins dépendant de la publicité, mais qui ne va pas vous permettre très immédiatement d'arriver en haut des résultats et de capter ce trafic qualifié. Donc, la façon dont vous pouvez voir les choses, c'est que c'est peut-être important de dépenser de la publicité au début, sur les 6 premiers mois, sur la première année, puis de faire le bilan de si ça marche, de où est-ce qu'on en est dans notre référencement naturel pour décider soit de continuer les deux, soit de petit à petit diminuer la publicité au profit de vos efforts en référencement naturel. Parce qu'on sait, c'est qu'un site qui a un référencement naturel intéressant, c'est un trafic qui est durable et qui va valoriser votre entreprise. Dernier point sur l'élément de générer du trafic qualifié, c'est l'importance de votre stratégie de contenu. Votre stratégie de contenu, c'est ce qui va vous permettre en fait, de vous différencier par rapport à vos concurrents. Parce que, en quelque sorte, le contenu, c'est si vous faites les efforts pour créer du contenu, vous allez pouvoir l'atomiser et le réutiliser par exemple sur l'ensemble de vos médias sociaux ou dans l'infolette que vous allez envoyer à vos clients. Donc, travailler sur des formats de contenu engageants comme la vidéo, comme des infographies, ou des choses qui sont susceptibles d'être partagées, c'est très intéressant. Et de remettre votre stratégie de contenu au centre de vos activités marketing web, c'est important. Petit lien par rapport à ça, votre étude de mots-clés que vous aurez réalisée au préalable sera très utile pour décider quelle thématique vous voulez aborder en fonction des volumes de recherche, etc. Donc ça, c'est vraiment le bloc numéro 3 qui est de générer du trafic qualifié et d'essayer de le convertir. Le dernier élément, et je passerai un peu moins de temps sur ça, c'est de se dire que, en fait, votre stratégie marketing web doit vivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on laisse rouler pendant les 5 prochaines années. L'avantage d'Internet et du web en général, c'est qu'on a accès à énormément de données. Donc, on sait
exactement, grâce à un outil comme Google Analytics, combien de trafic on a sur quelle page de notre site internet. D'où vient ce trafic-là? Combien de temps les gens passent sur notre site internet? Combien de personnes viennent sur notre site internet et s'en vont directement? En fonction de ces différents éléments-là, vous allez être capable d'apprendre des choses et d'adapter peut-être certaines bonnes pratiques que vous aurez identifiées sur certaines pages à d'autres pages. Pareil sur les médias sociaux. Grâce à Facebook Insights, vous pourrez savoir exactement quelles sont les publications qui ont eu les meilleurs résultats pour vous. Quels sont les ciblages publicitaires que vous avez faits ou les annonces publicitaires et le type d'arguments commerciaux que vous avez mis en avant qui fonctionnent le plus sur vos publicités Facebook ou AdWords. L'ensemble de ces éléments-là, c'est très important de les prendre en compte de façon à ce que vous puissiez en permanence revoir votre stratégie et tirer un maximum de votre investissement. Dans tous les cas, même s'il y a beaucoup d'éléments qui ont été abordés, sachez qu'on reste disponible pour répondre à vos questions. Ça nous fera très plaisir de décrocher le téléphone. Merci.